Oubliez les clichés un instant. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument fascinante, celle du peuple kabyle. On va aller bien au-delà des stéréotypes habituels pour découvrir une société complexe, dynamique et surtout littéralement bâtie sur l'adaptation et la résilience. C'est parti pour ce nouveau décryptage. Alors, pour bien comprendre cette histoire millénaire, on doit d'abord se poser une question toute simple, mais fondamentale. Qui sont vraiment les Kabyles? Et croyez-le ou non, la réponse se cache d'abord dans les mots mêmes qu'on utilise pour les désigner. Regardons ça de plus près. D'un côté, vous avez le mot berbère. C'est un terme qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Mais en fait, il a été imposé de l'extérieur dès l'Antiquité et il vient du grec barbaros, qui désignait l'étranger. À l'opposé, vous avez le terme amazigh. Et ça, c'est le terme endogène, celui qui vient de l'intérieur, et qui signifie littéralement l'homme libre. Comprendre ce contraste, c'est vraiment la clé pour saisir les fondements de cette identité. Pour structurer notre analyse, on va suivre ce plan en 5 étapes. On commence par les mots de l'identité, on verra ensuite le rôle crucial de la montagne, puis le face-à-face avec les empires antiques, la période d'islamisation et enfin le rapport complexe au pouvoir central. Première étape, les mots de l'identité et l'évolution de cette désignation. Tiens, saviez-vous que le mot kabyle lui-même vient à l'origine d'un terme arabe? Eh oui, ça vient de kabaïl, qui signifie tribu. Historiquement, on utilisait ce terme pour parler de différentes populations montagnardes. Mais avec le temps, son sens a évolué pour désigner aujourd'hui spécifiquement les habitants amazirs de la région de la Kabylie. C'est un excellent exemple qui montre comment les interactions avec l'extérieur ont continuellement façonné l'identité locale. On passe à la suite, la montagne comme destin, ou comment la géographie a agi comme un véritable catalyseur social. Ici, la géographie n'est pas juste un décor, c'est un personnage principal de l'histoire. Imaginez le terrain escarpé, vraiment difficile d'accès, des massifs, du Jurdura et des Babors. Eh bien, ces montagnes ont offert un bouclier naturel indispensable contre les envahisseurs. Mais en même temps, vivre dans un tel environnement, ça force la création de communautés hyper soudées et autonomes. En gros, la montagne limitait le contrôle du pouvoir central, mais elle exigeait des locaux une coopération absolue pour survivre. Et cette nécessité de survie collective, elle a donné naissance à quelque chose d'assez exceptionnel, la Tajmat. C'est l'assemblée traditionnelle du village. Imaginez un système hautement démocratique, un espace de délibération où la communauté se gouverne littéralement elle-même, gérant tout de A à Z. Pour vous donner une idée plus précise, cette assemblée régulait vraiment chaque détail du quotidien. Elle gérait la répartition de l'eau, coordonnait la solidarité pour les travaux agricoles, réglait les disputes entre voisins et appliquait le qanun, qui est le droit coutumier ancestral. En fait, c'était tout simplement le moteur conçu pour garantir l'équilibre et l'équité dans un milieu naturel qui ne pardonne pas. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'histoire riche des rencontres et des échanges avec les empires antiques. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la région a vu passer un défilé incessant de superpuissances. On commence dès le IIIe siècle avant notre ère avec le grand royaume numide de Massinissa. Ensuite, l'énorme machine de la conquête romaine débarque au 1er siècle avant notre ère. Et ça continue avec le royaume vandale au 5e siècle, puis la reconquête byzantine au 6e. Un véritable carrefour d'influence. Mais voilà le point absolument crucial à retenir. Ces populations montagnardes n'étaient pas du tout isolées dans leur bulle. Elles ont su jouer un jeu d'équilibriste brillant entre résistance et adaptation. D'un côté, elles résistaient farouchement à l'assimilation totale, à l'administration directe et aux impôts écrasants. Mais de l'autre, elles étaient très pragmatiques. Elles ont adopté de nouvelles techniques pour cultiver l'olivier, intégrer certains biens de consommation romains et profiter de réseaux commerciaux spécifiques. C'est l'essence même d'une survie intelligente. On avance dans le temps avec notre 4e partie, l'islamisation et l'adaptation, un lent processus de syncrétisme culturel. Quand les conquêtes arabo-islamiques arrivent au 7e siècle, il ne faut pas imaginer un changement brusque et total du jour au lendemain. Pas du tout, ça s'est fait par étapes. Au début, il y a eu une résistance classique pour protéger l'autonomie locale. Puis, au fil des générations, on observe des conversions graduelles et la formation d'alliances. Et finalement, on assiste à une intégration très nuancée du dogme islamique, qui va se mêler aux coutumes locales et aux figures religieuses influentes, les marabouts. C'est ça qui est remarquable. Plutôt que de tirer un trait sur leur riche passé, la société a créé un équilibre fascinant. Ce syncrétisme a permis de fusionner en douceur des pratiques islamiques orthodoxes avec des rites agricoles très anciens et la vénération des saints locaux. Le résultat, c'est une harmonie religieuse unique où les traditions ancestrales cohabitent parfaitement avec ce nouveau cadre spirituel. Dernière grande étape de notre décryptage, naviguer avec les États modernes et le pouvoir centralisé. L'arrivée de la colonisation française va provoquer des bouleversements d'une ampleur inédite.
Ça a déclenché des insurrections militaires majeures, notamment en 1857 et 1871. Cette période a été extrêmement dure, avec des confiscations massives de terres collectives. L'administration coloniale s'est même attaquée directement à la Taj Mahal pour l'affaiblir. Et pire encore, elle a fabriqué de toutes pièces ce qu'on appelle le mythe kabyle, une idéologie conçue spécifiquement pour diviser et fragiliser les structures sociales autochtones. Si on fait un saut jusqu'à l'ère post-indépendance, l'analyse des sociologues nous apporte un éclairage indispensable. On y lit clairement que les revendications modernes pour la reconnaissance culturelle ne doivent pas du tout être perçues comme un rejet de la nation algérienne. Au contraire, c'est l'expression d'une volonté de pluralisme interne. En clair, c'est une demande pour que la diversité soit reconnue au sein même de la nation et non pas un projet séparatiste. Ce qui nous amène à une date clé, 1980. Cette année-là marque un tournant historique avec le fameux printemps berbère. Ça a été le point de départ de plusieurs décennies d'efforts pacifiques de la société civile. Et ces mouvements continus ont fini par aboutir à une victoire immense, la reconnaissance officielle de la langue tamazique. Alors, pour terminer notre exploration, je vous laisse avec cette réflexion. Sachant comment ce peuple a su s'adapter de manière si brillante tout au long des millénaires, comment cette culture ancienne va-t-elle continuer à façonner l'avenir de la région méditerranéenne au sens large? C'est une question ouverte et ça donne vraiment envie de continuer à observer cette histoire en mouvement. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.